Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'un crash très particulier, c'est le Singapore Airlines 006 et vous allez voir pourquoi il est particulier. En fait, nous sommes le 31 octobre 2000 et le vol Singapore Airlines 006 est censé partir de Singapour et aller jusqu'à Los Angeles en Californie. C'est un vol extrêmement lent, il va pousser les hommes et les machines aux confins de leur rayon d'action. Et c'est un vol qui se faisait avec une escale à Taipei. Le vol arrive donc à Taipei, et là, il y a une météo très particulière. C'est un typhon, c'est le typhon Xiang Sein qui balaye toute la région. C'est une immense tempête, si vous voulez, qui dévaste plusieurs pays, qui commence par les Philippines et qui arrive en se renforçant. Alors, c'est ce genre de tempête qui arrache les toits, qui détruit des villes, qui cause des morts, des disparus. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement violent. À l'aéroport de Taipei, c'est le soir, c'est la nuit, la visibilité est mauvaise, il y a des nuages partout, et le vent se maintient à 70 km/h avec des pointes à 100 km/h. C'est une météo épouvantable, je vous le dis clairement. Si la même météo arrivait en Europe, l'aéroport serait fermé. Mais en Asie, si vous fermez un aéroport chaque fois que vous avez une météo pareille, ben vous fermez la moitié de l'année. Les gens là-bas ont l'habitude de mener des opérations, des décollages et d'atterrissages par des météos qui nous choqueraient un peu sous nos latitudes. Les pilotes, ce n'est pas les 70 km/h avec 100 km/h en pointe, en rafale, qui les inquiète. Ce qui les inquiète, c'est que les prévisions météo pour la nuit sont de plus en plus mauvaises. Ça veut dire que chaque minute qu'ils restent à l'aéroport de Taipei est une minute qui fera peut-être la différence entre partir et être cloué au sol pour la nuit. Parce que si le vent se renforce encore et il commence à faire cette tempête avec des pointes parfois à 160 km/h. Donc s'il traîne trop à l'aéroport, les choses peuvent se gâter au-delà de ce qui est gérable. À ce moment-là, vous avez un 747, il faut annuler le vol, il faut téléphoner à tous les hôtels de la région pour essayer de trouver des chambres, et trouver des chambres pour le contenu d'un 747, ça ne se fait pas en 2 coups de téléphone. C'est probablement un coup à ce que les passagers passent la nuit par terre, dans le terminal. Il faudra les dédommager, il y aura des enfants, il y aura des gens malades, l'aggravation, vous connaissez. Donc, les pilotes veulent qu'une seule chose, partir, décoller à tout prix. Ils ont, ce soir-là, il y a cette fascination de l'objectif. La fascination de l'objectif, on la trouve parfois durant l'atterrissage, mais on peut la trouver durant le décollage, et en réalité, on peut la trouver à n'importe quelle phase du vol. C'est un moment où les gens, les opérateurs sont stressés, qu'ils soient pilotes ou autres, et ils voient qu'une seule chose, l'objectif immédiat. Ils devaient partir. S'ils réussissaient à décoller, ils allaient se taper un sale quart d'heure, des turbulences, ça allait secouer un peu dans tous les sens, mais, 1 heure plus tard, ils seraient en dehors de tout ça, et quand le jour se lèverait, ils seraient en Californie. Mais pour le moment, ils étaient à l'aéroport de Taipei, la météo était épouvantable, et chaque minute qui passait les éloignait de leur objectif. L'aéroport de Taipei, en ces temps-là, il a un petit peu changé aujourd'hui, il avait 2 pistes parallèles, 0,5 gauche et droite, qui étaient situées les 2 au nord des installations. Aujourd'hui, l'une des 2 pistes a été fermée, ils ont construit une autre piste au sud des installations, mais le problème, c'est que l'une des pistes était en maintenance. La piste 05R, droite, était en maintenance. C'est la piste la plus proche des installations. Alors le problème avec cette piste-là, c'est que la maintenance sur cette piste en particulier n'est pas évidente. Pourquoi ? Parce que il y a cette piste, et au nord de celle-ci, il y a une autre. Si on fermait cette piste sur toute sa longueur, on ne pourrait plus accéder à l'autre piste. Parce qu'il faut forcément
Le fait est que dans cet aéroport, il fallait forcément croiser la 05R pour aller à la 05L, gauche. Donc on ne pouvait pas fermer complètement la 05R. Donc elle était techniquement fermée, bien que certains de ces tronçons étaient ouverts pour permettre la circulation des avions. Alors, l'appareil, il est 23h, quand il est au pushback, il est poussé en arrière. Il y a 179 personnes à son bord à ce moment-là. Il y a le commandant de bord, il y a le copilote et un autre copilote parce que le vol est tellement lent que, par la réglementation, on leur ajoute un autre membre d'équipage. L'avion, le 747 donc, est poussé en arrière, commence à rouler et il est autorisé à décoller de la piste 05L, la 05 gauche. Les pilotes sont impatients, ils avancent. Il y a un vent terrible, l'avion au sol déjà secoué. Le 747 a une prise au vent énorme, et même des avions plus petits que le 747, si vous vous mettez juste dedans en plein orage, même s'il est arrêté au sol, vous sentez votre siège partir dans tous les sens, vous sentez, et en plus quand vous êtes au cockpit, c'est encore plus sensible. Ils avancent sur l'aéroport, sur le terrain, ils partent au nord, n'est-ce pas? Ils roulent vers le nord, et à ce moment-là, une piste surgit à leur droite. C'est la 05R. Normalement, ils auraient dû continuer à rouler encore 200 mètres et ils auraient trouvé la piste 05 left, gauche, de laquelle ils auraient pu décoller en toute sécurité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils voient tellement grand est leur empressement de décoller que lorsqu'ils voient la piste, ils voient une piste et ils tournent et ils s'alignent dessus. C'est la deuxième fois que ça arrivait sur cet aéroport en quelques jours. Précédemment, il y a un avion qui s'est aligné sur la piste et après les pilotes ont réalisé que c'était la mauvaise piste. D'accord? Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de signalement particulièrement frappant que cette piste était fermée. Donc ils s'alignent et ils sont sur la 05R. Alors, il y a plusieurs techniques pour les pilotes de repérer sur quelle piste ils sont. Une des techniques, c'est regarder le cap, parce que chaque piste est orientée différemment. Néanmoins, regardez le cap. Donc, si vous êtes sur une piste 05, le QFU, c'est le 05, normalement, elle est orientée grosso modo au 0,50. D'accord? Donc, elle est orientée au nord-est. Le problème, c'est que ceci ne permet pas de discriminer deux pistes parallèles. Parce que deux pistes parallèles, 05R et 05L, sont orientées exactement de la même manière. Donc, ça ne permet pas de voir. Pourtant, il y a des indications. Il y a déjà le chiffre qui est écrit au sol. Il est peint au sol, il est énorme. Sauf que, il pleut très lourdement, il y a du vent, la visibilité est très mauvaise. Ils ont raté la lettre. Le 05, il y a le 05L et R. Ils ont raté le R, tout simplement. Il y a peut-être aussi, dans leur empressement, ils n'ont peut-être mentalement jamais correctement enregistré le R ou le L. Ils ont juste enregistré 0,5. Dès qu'ils ont vu 0,5, ils se sont alignés. Dans les avions modernes aujourd'hui, les plus modernes, Airbus ou Boeing, il y a même une voix synthétique qui dit au pilote, tu t'approches de telle piste. Tu es aligné sur telle piste. C'est un système qui utilise le GPS. Il y a aussi, sur certains aéroports, sur les plus modernes aujourd'hui, il y a un radar au sol. Il y a un radar qui permet au contrôleur aérien, celui qui s'occupe du sol, du contrôle au sol, la tour de contrôle également, d'avoir une vision, même quand il y a du brouillard, d'avoir une vision sur l'aéroport et de savoir où se trouve chaque avion. On est en 2000, l'aéroport de Taipei n'avait pas de radar au sol. Le contrôleur, dans sa tour de contrôle, était complètement dans la purée. Avec la météo qu'il y avait, avec le vent et la pluie qui battait contre les vitres, il ne voyait pas les avions. Il ne savait pas où était le 747. Toujours est-il qu'il l'autorise à décoller de la piste 05L. Les pilotes, dès qu'ils entendent l'autorisation de décollage, ils confirment, mettent les gaz et l'avion commence à accélérer. Alors,
Bien sûr, ils ne voient pas où ils vont. Ils ont une visibilité, une RVR, une visibilité de piste qui est très courte. Ils accélèrent. Et droit devant eux, mais ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. Il y a quoi? Il y a des engins de chantier qui sont là. Il y a des rouleaux compresseurs. Il y a une grue, des camions, des véhicules. Et il y a des barrières de type jersey. C'est des barrières qu'on trouve souvent pour séparer les autoroutes ou fermer des routes ou autres. Il y a des barrières de type jersey. Assez tôt durant l'accélération, très tôt, même au début, le 747 va se prendre un compresseur. Il y avait un compresseur de chantier qui était là. Il va se le prendre. Le compresseur de chantier restera accroché au train d'atterrissage. Il sera traîné sur plusieurs centaines de mètres. Par la suite, il va se libérer, rouler, taper contre la gouverne de profondeur, ou plutôt contre le plan horizontal réglable. Donc, le compresseur était là, au niveau du train d'atterrissage. Une fois qu'il est lâché, il part en roulant, soufflé par le réacteur, il tape sur le plan horizontal réglable et il tombe au sol. Les pilotes ne sentent rien de ce choc-là. C'est un choc qui a dû probablement passer dans l'ambiance des vibrations du décollage, le vent, tout ça. Ils n'ont rien ressenti. 30 secondes plus tard, un des pilotes annonce 80 knots. Ça veut dire c'est juste un point. Quand ils atteignent 80 nœuds, c'est un point où ils font une référence croisée, où l'autre vérifie qu'il a aussi 80 nœuds, que tout le monde a 80 nœuds affichés. 80 nœuds, c'est à peu près 120 km/h, grosso modo. Plus quand même, plus que 120 km/h. 80 nœuds, on est plus vers les 160. On est plus vers les 160 km/h que les 120. Donc c'est vers 160, 170 km/h. D'accord? Donc, c'est 80 nœuds. Qu'est-ce que je raconte? Combien c'est? 80 nœuds. En aviation, on ne réfléchit pas en km/h. D'accord? Je traduis souvent en km/h juste pour aider, quoi. Attendez. Je vais vous le dire tout de suite. Je prends une calculatrice. Donc, je prends une calculatrice et je vais le faire tout de suite. Alors, 80 multiplié par 1852, voilà, 1,852, et ça donne exactement ça. Ça donne 148 km/h. Ok. Donc, on est à une vitesse de l'ordre de 150 km/h. 3 secondes plus tard, l'avion se prend un premier engin de chantier. Il se le prend sur le côté droit, les deux réacteurs droits sont arrachés. Après, l'aile gauche est arrachée. Après, l'avion, il explose et il part à travers ces engins de chantier et commence à partir en morceaux. Avant même qu'il soit arrêté, un énorme incendie se déclare. Ça veut dire que, comme les ailes sont pleines de carburant, le carburant est soufflé à l'intérieur de la cabine par les ailes et la cabine est ventrée et il prend feu immédiatement. Ça veut dire que, de la perspective d'un passager, il y a une accélération, soudain des explosions, l'avion commence à ralentir en explosant, et avant même qu'il s'arrête, que les gens aient le temps d'évacuer, le feu est déjà partout. Le volume commence à être occupé par le feu. Les pilotes, comme ils sont assis en haut, le 747 a 2 pans, comme ils sont assis en haut, la partie avant est sectionnée nette, et elle tombe plus loin des flammes. Les pilotes sont sains et saufs. Les gens qui étaient assis derrière les pilotes, sur le pan supérieur, qui était une first class en fait, sont quasiment tous morts. Les gens qui étaient au niveau de l'emplanture des ailes, quasiment tous morts. Les gens qui étaient à l'arrière, en bonne partie, sauvés. Alors, l'équipage commercial, il y a eu beaucoup de morts dans l'équipage commercial, les hôtesses de l'air, les stewards. Et en fait, leur attitude, finalement, il y a eu certains qui ont montré une attitude héroïque. Il y a des gens qui ont dit, telle hôtesse de l'air,
elle m'a chopé, elle m'a poussé dehors, ou tel steward m'a dit, sors par là, fuis par là. Et ces personnes-là, qui ont guidé les passagers, comptaient parmi les morts. Ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui ont donné leur vie pour sauver les passagers. Ils sont restés à des endroits où ils savaient que le feu s'approchait, ils savaient comment fuir, ils ont aidé des gens à fuir, jusqu'à ce que le feu et la fumée ne leur permettent plus de fuir et ils sont restés. D'autres, par contre, semble-t-il, étaient parmi les premiers dehors et ils ont pris la fuite à travers les champs pour s'éloigner le plus possible, le plus vite possible du lieu de l'incendie. Contrôleur aérien, dès qu'il voit l'explosion, à travers le brouillard, là tu peux pas rater ça, il va envoyer la troupe. Assez rapidement, ils étaient suréquipés dans cet aéroport. Ils ont 430 pompiers sur site très rapidement. Des dizaines de camions pompiers. Ils ont 40 ou 45 camions pompiers autour de l'avion, littéralement 3 minutes après le crash. En moins de 10 minutes après le crash, l'incendie était fini, était maîtrisé. Parce qu'ils ont d'énormes camions qui sont capables d'envoyer de la mousse et tout ça en grande quantité, et des camions qui sont arrivés en nombre. Des camions de la ville aussi sont arrivés, des pompiers de la ville, des ambulances. Le résultat, 179 passagers, il y a 83 morts. C'est presque la moitié des passagers ont été tués. Certains sont morts sur le coup. D'autres, quelques-uns brûlés, parfois à 95%, sont morts dans les jours et les semaines suivantes dans les hôpitaux. Donc, voici une erreur bête, simple. On a compté que les pilotes avaient une dizaine d'occasions, avaient 10 occasions différentes de réaliser qu'ils étaient sur la mauvaise piste. Ils les ont ratées toutes. Toutes. Ils ont été, on a pensé les poursuivre à un moment donné. Ils sont passés devant la justice, mais les poursuites ont été abandonnées. Ils ont été virés par le copilote et le commandant de bord ont été virés par Singapore Airlines. Leur carrière chez cette compagnie, en tout cas, s'est arrêtée là. Le copilote le copilote additionnel qui n'était pas aux commandes, lui, a continué sa carrière normalement. Les licences des pilotes ont été suspendues au départ. On leur a pris leur licence. Un an plus tard, en appel, leurs licences leur ont été restituées. Ça veut dire qu'ils pouvaient voler. En tout cas, voilà, l'aéroport a été changé depuis. Donc, il y a eu, au moment où le rapport final est sorti, il y a eu une sorte de conflit, si vous voulez, entre Singapour et Taïwan. Taïwan misait sur l'erreur des pilotes. Pour Taïwan, ces pilotes se sont engouffrés de pistes. Ils avaient toutes les possibilités de réaliser que la piste était fausse, mais ils étaient pressés, ils ont décollé de la mauvaise piste, et puis voilà, ils ont tué la moitié de leurs passagers. Pour Singapour, la vision était différente. C'était que nos pilotes ont fait leur travail du mieux qu'ils pouvaient, l'aéroport était mal signalé, la piste fermée n'était pas indiquée correctement, et donc c'est la faute de Taïwan. En réalité, quand on regarde bien, puis quand on prend une attitude un peu neutre par rapport aux uns et aux autres, on voit que c'est la combinaison des deux qui a causé ce crash. D'ailleurs, Singapore Airlines a viré les pilotes. Ce n'est pas pour rien. C'est que quelque part, elle reconnaissait que ces pilotes sont quand même en très grande partie responsables. Pourquoi ce crash est particulier? On va en voir certains comme ceci. C'est qu'il est arrivé au sol. L'avion n'a même pas eu le temps de décoller, en fait. L'avion a été détruit au travers des engins de chantier sans jamais avoir quitté le sol. Okay. Donc, on verra ce genre d'accident par la suite. J'en ai quelques-uns en tête. On pourra en parler. Et vous allez voir que les accidents aériens n'arrivent pas nécessairement qu'en vol. Ils peuvent arriver au sol également. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et puis, on se voit une autre fois.